Dans les contrées sauvages de l'Amérique, où les canyons recèlent des secrets séculaires, deux histoires mystérieuses se sont déroulées. Au bord du Grand Canyon se trouve une Toyota Camry blanche isolée, et son propriétaire, Jong-Yeon-won, a disparu sans laisser de traces dans cet endroit immense et hostile. À des centaines de kilomètres de là, dans les étroits couloirs rouges du canyon Antelope, un torrent soudain a emporté la vie de 11 touristes, n'en laissant qu'un seul en vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces histoires folles et mystérieuses sur des personnes disparues au cœur du Grand Canyon et sur la façon dont la nature peut être à la fois magnifique et impitoyable. Aimez, partagez la vidéo avec vos amis et plongez-vous dans ces histoires incroyables. Le 17 septembre 2017, une Toyota Camry blanche était garée sur le parking de Moran Point, un point de vue sur la rive sud du Grand Canyon. La voiture était verrouillée, sans aucune égratignure, propre, comme si elle sortait tout juste du concessionnaire. Il n'y avait aucune trace, aucun objet, aucun témoin. Personne n'avait vu le conducteur quitter le véhicule. Cet endroit, nommé en l'honneur de l'artiste Thomas Moran, offre une vue imprenable sur le canyon, des couches de roches anciennes, s'étendant jusqu'au fleuve Colorado, où l'on aperçoit les schistes sombres de Vishnu et le granit rose de Zoroaster. Ce paysage rappelle à quel point l'homme est petit par rapport aux millions d'années d'histoire géologique. La voiture appartenait à Jong Yeon-won, un habitant de Los Angeles âgé de 45 ans. Il était venu visiter le parc national du Grand Canyon et avait disparu. Sa voiture est le seul indice laissé dans cette affaire. Le service des parcs nationaux, NPS, a déclaré que Won était porté disparu et que son cas restait non résolu. Comment un homme a-t-il pu disparaître dans l'un des endroits portés les plus visités, mais aussi les plus sauvages de la planète? On sait peu de choses sur Jong Yeon-won. Selon le NPS, il s'agissait d'un homme d'origine asiatique âgé de 45 ans, mesurant 1,70 m, pesant 54 kg, aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Il vivait à Los Angeles, en Californie. Sur Internet, il utilisait parfois le nom Daniel. Sa voiture, une Toyota Camry blanche, a été retrouvée sur le parking de Moran Point. Sur les réseaux sociaux, seule une page Facebook avec 2 photos datant de 2016 a pu être trouvée. L'une montrant une vue de la ville, l'autre un selfie, peut-être pris dans cette même voiture. Une autre page en coréen, également sous le nom de Daniel, ne comptait que 5 amis. C'est inhabituellement peu pour une personne vivant à Los Angeles en 2017. Won n'a pratiquement laissé aucune trace numérique. Cela peut signifier qu'il évitait délibérément d'attirer l'attention, qu'il venait d'emménager aux États-Unis et n'avait pas encore eu le temps de se faire des amis, ou qu'il menait une vie très recluse. Le seul indice sur sa vie avant sa disparition est un incident survenu 4 mois plus tôt, le 5 mai 2017, dans la ville de Knoxville, dans l'Illinois. À 2h22 du matin, un policier a failli percuter une voiture blanche qui ne lui avait pas cédé le passage à un carrefour. Au volant se trouvait Jong Yeon-won. Il a déclaré qu'il se rendait à New York et que la voiture appartenait à son neveu. Personne n'a vérifié ces informations. Won parlait mal anglais. La police a donc fait appel à un interprète et à un chien dressé pour détecter la présence de stupéfiants. Le chien a réagi et 12 grammes de marijuana ainsi qu'une balance numérique ont été trouvés dans la voiture. Won a déclaré que la marijuana était un cadeau d'un ami californien. Il a été arrêté pour possession de drogue, possession d'accessoires destinés à la consommation de drogue et infraction au code de la route. En 2017, dans l'Illinois, il s'agissait d'accusations graves qui pouvaient entraîner une peine d'1 an de prison, des amendes ou même des problèmes liés au statut d'immigrant. Cette arrestation
est la seule fois où nous voyons Won vivant. Un voyage nocturne à travers tout le pays, la barrière de la langue, une fouille, une arrestation, tout cela est très stressant. Si Won faisait partie d'une communauté coréenne où de tels incidents pouvaient être considérés comme une honte, cela a pu l'affecter profondément. Il a peut-être ressenti de la honte, de la peur ou du désespoir. Cet épisode a peut-être été le déclencheur qui l'a conduit au Grand Canyon 4 mois plus tard. Mais des questions subsistent. Qui était le jeune neveu dont il a parlé? Comment s'est terminée l'affaire de son arrestation? Et pourquoi sa famille ou ses amis ne l'ont-ils pas recherché? Les rapports ne mentionnent pas que quelqu'un ait activement recherché Won. C'est étrange et fréquent dans les affaires dites « missing firearms », des disparitions inexpliquées dans la nature sauvage. Pour comprendre ce qui est arrivé à Won, il faut se rendre à l'endroit où il a disparu. Sa voiture a été retrouvée sur le parking de Moran Point, mais selon certaines informations, elle aurait été vue auparavant au début du sentier New Hunts. Ce sentier ne dispose pas de parking, et les touristes laissent souvent leur voiture à Moran Point pour se rendre au sentier à pied. Cela suggère que Won s'est probablement rendu à cet endroit. Le sentier New Hunts n'est pas pour les débutants. Le NPS le considère comme le plus difficile de la rive sud du Grand Canyon. Il est escarpé, avec un sol meuble, des éboulis et des corniches d'eau à franchir. Le sentier est mal balisé et il faut s'orienter à l'aide de pyramides de pierre. Il n'y a pas d'eau sur le parcours et le chemin est bordé de précipices dont la chute est mortelle. Même des randonneurs expérimentés racontent comment ils se sont perdus, ont souffert de déshydratation ou se sont retrouvés coincés sur les rochers. Ce jour-là, le 17 septembre 2017, le temps était normal, mais la température dans le canyon était plus élevée qu'en altitude, et le risque de coups de chaleur ou de déshydratation était élevé. Si Won est tombé ou était mort d'épuisement, pourquoi son corps n'a-t-il pas été retrouvé? Le Grand Canyon regorge de charognards, condors, coyotes, lions des montagnes, qui se chargent rapidement des restes. Mais cela n'explique pas tout. Le canyon est un endroit où il est donc facile de se perdre. Sa taille, son silence et ses effets sonores étranges peuvent me désorienter. Si Won était stressé après son arrestation, une randonnée en solitaire sur un tel sentier aurait pu être trop difficile pour lui, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. L'affaire Won se distingue non seulement par sa disparition, mais aussi par le peu d'informations qui ont été divulguées à son sujet. Le NPS a ouvert une enquête, mais celle-ci a rapidement été classée dans la liste des affaires non résolues du service des enquêtes. Contrairement à d'autres cas de disparition dans le Grand Canyon, il n'y a pratiquement aucune information publique sur Won. Par exemple, les affaires de Floyd Roberts en 2016 et de Sarah Biddle en 2017 ont fait l'objet d'articles et de rapports sur les recherches. Quant à Won, il n'y a qu'une brève note sur le site web du NPS. Les enquêtes dans le Grand Canyon sont menées par le NPS et le bureau du shérif du comté de Coconino, mais il est difficile d'obtenir les documents relatifs à l'affaire Won. Il faut faire des demandes officielles qui sont souvent coûteuses. Le NPS ne dispose pas d'une base de données unique sur les personnes disparues, et les demandes faites en vertu de la loi sur la liberté d'information sont souvent rejetées en raison des frais élevés. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'un problème systémique qui empêche les familles et la société de connaître la vérité. L'affaire Won est un exemple de la façon dont une personne peut disparaître non seulement dans un canyon, mais aussi dans la paperasserie administrative. L'affaire Won rappelle d'autres disparitions dans le Grand Canyon. Par exemple, le cas de Floyd E. Roberts III, disparu en 2016. Tous deux étaient des hommes d'âge moyen,
Won avait 45 ans, Roberts 52. Tous deux étaient motos seuls. Tous deux ont disparu sur des sentiers difficiles. Won à New Hans, Roberts sur le plateau de Chiwitz. Dans les deux cas, les conditions météorologiques n'étaient pas extrêmes, mais difficiles. Les recherches n'ont donné aucun résultat, à l'exception de la voiture de Won. Ces coïncidences amènent à se demander, s'agit-il d'une coïncidence ou de quelque chose de plus grave? Il y a deux explications. La première est simple. Won était peut-être en crise après son arrestation. Il a décidé de partir seul en randonnée sur un sentier dangereux, sans être préparé, et est mort d'une chute, de déshydratation ou d'un coup de chaleur. La nature a rapidement effacé les traces. La deuxième explication est plus complexe. L'arrestation dans l'Illinois, l'absence de famille et d'amis, le silence des autorités, la similitude avec d'autres affaires, l'atmosphère étrange du canyon. Tout cela donne l'impression qu'il y a plus de questions que de réponses. Le Grand Canyon est un endroit où les sons sont déformés et où les proportions sont écrasantes. Pour les peuples autochtones, tels que les Hopis, c'est un lieu sacré, lié aux esprits et à l'autre monde. Il existe même des récits de phénomènes paranormaux, tels que des fantômes ou d'étranges lumières dans le ciel. L'affaire Jonghyun-won reste un mystère. La Toyota Camry blanche, garée à Moran Point, est la dernière trace de l'homme qui a disparu. S'agit-il d'un accident causé par le stress et l'impréparation, ou quelque chose de plus étrange lié au canyon lui-même? Il n'y a pas de réponse. Seul le silence du Grand Canyon garde ses secrets. Le canyon Antelope n'est pas simplement une gorge dans le désert. Pour le peuple Navajo, c'est un lieu sacré qu'ils appellent Hasdestoisi, ou arche rocheuse en spirale. Ces parois de grès rouge, lisses comme si elles avaient été polies, ont été sculptées par l'eau pendant des milliers d'années. Lorsque les rayons du soleil pénètrent à travers les étroites fissures au sommet, le canyon se transforme en un temple de lumière. Les parois s'animent, se parant de reflets roses, oranges et rouges. Cet endroit attire les photographes et les voyageurs du monde entier qui veulent admirer sa beauté. Le 12 août 1997, un groupe de 12 personnes est descendu dans le canyon. Leur guide était Francisco Mamponcho, Quintana, 28 ans, qui travaillait pour la société Trek America. Le groupe était composé de personnes différentes, 7 Français, 2 Américains, de la Nouvelle-Orléans et de Californie, un Britannique et un Suédois. 5 d'entre eux parcouraient le grand itinéraire Trek America de Denver à Los Angeles. Les autres s'étaient joints à eux de leur propre initiative. Parmi eux se trouvait un couple français dont l'histoire rend la tragédie particulièrement douloureuse. Leurs 2 filles, âgées de 8 et 13 ans, étaient restées dans un motel de la petite ville de Page. Les filles n'avaient pas voulu partir en randonnée et attendaient l'un de leurs parents, sans savoir qu'elles ne les reverraient plus jamais. Ce détail transforme l'histoire d'un groupe de touristes en une tragédie familiale personnelle. La journée était claire et ensoleillée. Le ciel au-dessus du canyon était bleu. Il ne pleuvait pas. Le groupe descendait dans le Lower Antelope Canyon par de simples escaliers en bois fixés aux 2 rochers. Tout semblait sûr. Le silence, la beauté, le temps clair. Mais cette sécurité était trompeuse. Ce que le groupe voyait, un canyon calme et ensoleillé, cachait un danger qui se profilait à des dizaines de kilomètres de là. Leur décision de continuer était basée sur ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Mais cela n'était pas suffisant. Le danger des canyons encaissés, tel que celui de l'Antelope, est lié à la structure même du désert. Ici, le sol est dur et n'absorbe pratiquement pas l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule à la surface, s'accumule dans des ruisseaux
et se précipite vers les dépressions telles que les canyons. Le canyon lui-même, creusé dans le grès tendre, agit comme un entonnoir, amplifiant le débit de l'eau et la transformant en une force destructrice. Ce jour-là, pendant la saison de la mousson, un violent orage a éclaté à 24 km du canyon. Une averse courte mais intense a déversé des tonnes d'eau sur le sol. Ce torrent, dévalant le lit asséché, n'était plus simplement de l'eau, mais un mur de boue, de pierres, de cendres et d'arbres. Selon différentes estimations, la hauteur de ce mur atteignait entre 3 mètres et demi et 15 mètres. Y a-t-il eu un avertissement? Cette question est devenue cruciale après la tragédie. Clarence Gorman, directeur des parcs de la nation Navajo, a déclaré que les guides du Upper Canyon avaient remarqué un petit filet d'eau vers 15h30 et avaient immédiatement fermé leur partie. L'un des guides aurait couru vers le Lower Canyon pour avertir la guide locale Ella Young et les touristes de ne pas aller plus loin. Gorman a également déclaré que Young avait enfreint les règles en n'accompagnant pas personnellement le groupe et a laissé entendre que les étrangers s'obstinent souvent à atteindre leur objectif. Trek America, la société de Quintana, a affirmé qu'aucun avertissement clair n'avait été donné. Selon eux, Quintana a vérifié auprès des opérateurs locaux si la situation était sûre et on lui a répondu que tout allait bien. Bien. Plus tard, sur un forum internet, un homme se faisant appeler Poncho Quintana a écrit qu'il avait décidé de rester avec le groupe plutôt que de se sauver seul. Cela suggère une autre version des faits. Ces divergences montrent net que le système ne fonctionnait pas. En 1997, le tourisme dans le canyon était mal organisé. 3 parties étaient responsables. Les parcs nationaux, Navajo, la famille Young, qui détenait les droits sur les visites, et Trek America. Il n'y avait pas de plan d'action commun. Personne ne pouvait fermer rapidement le canyon et contrôler la situation. L'orage a été à l'origine de la tragédie, mais le principal problème résidait dans cette confusion. À 16h, une violente crue provoquée par un orage à 24 km du canyon s'est abattue sur le groupe. Tard dans la soirée, le seul survivant, Poncho Quintana, a été retrouvé et les recherches pour retrouver les autres ont commencé. Les premiers signes du malheur étaient presque imperceptibles. Un vent étrange, une eau trouble et un grondement sourd, semblable au bruit d'un train. Le groupe n'a eu que quelques millisecondes pour comprendre ce qui se passait. Puis est arrivé un mur d'eau, pas simplement un torrent, mais un mur de boue, de pierres et de débris qui s'est abattu à une vitesse folle, remplissant le canyon étroit. Il n'y avait nulle part où fuir. Les parois lisses ne permettaient pas de s'agripper et les échelles en bois menant vers le haut ont été instantanément emportées. Grâce à son expérience des sauvetages en eau vive, Quintana a tenté de hisser les gens sur des corniches, mais l'eau les arrachait les uns après les autres, comme il l'a décrit plus tard dans son livre « Respire pour moi ». Sa propre survie fut un miracle. Le courant le projetait contre les parois, l'entraînait dans des tourbillons, mais à un moment donné, l'un d'eux le retint, puis l'eau le poussa hors de la partie étroite du canyon. Survivre dans un tel torrent est une question de chance, et non de force ou d'habileté. Son sauvetage a été qualifié de « petit miracle », mais il ne fait que souligner à quel point la nature est plus forte que l'homme. La seule façon d'échapper à la mort est de ne pas se retrouver dans le canyon. Lorsque l'eau s'est retirée, le canyon était vide et silencieux. L'opération de sauvetage, dirigée par le shérif du comté de Coconino, Ron Anderson, s'est concentrée à la sortie du canyon, là où il se jette dans le lac Powell. Un amas de boue et de débris d'environ 100 mètres de long et d'une profondeur pouvant atteindre 1,5 mètre s'était formé. Les premiers records ont été retrouvés à l'aide de chiens. La force de l'eau était telle qu'elle a arraché les vêtements, les chaussures et même les documents des victimes. Bilan, 11 morts
6 femmes et 5 hommes et un survivant. Parmi les victimes figurait un couple français dont les filles, âgées de 8 et 13 ans, ont été placées en famille d'accueil. Le canyon n'a pas rendu tous ses morts. Le Suédois Anders Vassenius et le Français Thierry Castella n'ont jamais été retrouvés. Vassenius avait une tige en titane dans la main, et les sauveteurs espéraient là la localiser à l'aide d'un détecteur de métaux, mais les recherches ont été vaines. Pour Quintana, cela a été un lourd fardeau. Pendant des années, il est retourné dans le canyon, à la recherche des disparus, se sentant responsable. 7 ans plus tard, il a déclaré « C'est la dernière fois. Nous ne les trouverons pas. » Sa quête n'était pas seulement physique, c'était aussi une tentative de surmonter sa culpabilité de survivant. Le canyon, qui n'avait pas rendu toutes ses victimes, semblait rappeler sa puissance, laissant derrière lui une douleur éternelle pour leurs proches et pour Quintana. La tragédie de 1997 a bouleversé le monde entier. L'été 1997 en Arizona a été dangereux. En 37 jours, 5 inondations ont fait 22 morts, mais l'accident du canyon Antelope, où de nombreux étrangers ont perdu la vie, a fait le tour du monde. Il a montré à quel point les canyons encaissés sont dangereux. Après la tragédie, le canyon a été fermé et la nation Navajo en a fait un parc tribal, le plaçant sous contrôle strict. Le libre accès a pris fin. Depuis le 13 août 1997, le canyon n'est accessible qu'avec des guides Navajo certifiés. La société Ken's Tour est devenue un exemple de changement. Après sa fermeture, le canyon a souffert du vandalisme et la famille Soy Young, qui organisait auparavant des visites guidées, a accepté de revenir, à condition que des escaliers en acier solide soient mis construits et fixés à la roche. Ces escaliers ont remplacé les anciens escaliers en bois et sont devenus le symbole des nouvelles règles. La tragédie a changé l'approche de la nation Navajo envers le tourisme. Auparavant, tout était fragmenté, mais aujourd'hui, un système de gestion clair a été mis en place. Cela a donné aux habitants plus de contrôle sur leurs terres, en liant leurs revenus à la responsabilité de la sécurité et de la préservation du patrimoine. Les nouvelles mesures de sécurité comprennent l'obligation d'être accompagné par un guide Navajo certifié, des échelles en acier à la place des échelles en bois, la surveillance de la météo à l'aide de stations radio NOAA et de sirènes, ainsi qu'un contrôle unique des parcs Navajo au lieu d'une gestion fragmentée. Aujourd'hui, une plaque commémorative en mémoire des 11 victimes se trouve à l'entrée du canyon. Leur histoire fait désormais partie intégrante de ce lieu. Le canyon Antelope est toujours aussi magnifique, mais il est désormais soumis à des règles strictes qui rappellent que dans le désert, l'eau est source de vie, mais qu'elle peut aussi être source de mort. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Imaginez tous les autres secrets terrifiants que cache le Grand Canyon. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager vos impressions. Et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles énigmes et histoires incroyables.